Ok. Ok, mais c'est quoi ce jeu des petits cochons, Shams? Ah bah c'est des petits cochons, c'est un de mes jeux préférés. C'est comme des jeux de dés, J'adore. mais c'est Ok, des cochons en donc plastique. je lance les petits cochons et là, ça veut dire quoi? Donc là, du coup, ici, tu as la carte des points. Là, tu as fait un petit cochon nul. Un petit cochon nul? Oui, Mais parce qu'en non, fait, moi ils je veux ont gagner, Shams, c'est pas Bah, si possible. tu veux le bon flanc du cochon, il est marqué Vas-y, avec un retire, point. j'y crois Ok. pas. Très bien. Tu vois, ils font que des flancs, ces petits cochons. Non, je te jure, ça arrive. Des fois, ils se mettent debout. Des fois, ils se mettent sur le groin. Le maximum qu'on puisse faire, c'est quoi? C'est le bajou. C'est la nuance entre le groin et là, ça, c'est un bajou. Le bajou, c'est 60 points. Non, Ok. 15 points, pardon. Bon, je vais m'entraîner encore un peu. Rodolphe, en attendant, tu peux lancer le générique. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans Fais voir ta région. Aujourd'hui, une émission ludique. On s'amuse. Shams, t'es plutôt bonne joueuse ou mauvaise joueuse? Je suis bonne gagnante. Bonne gagnante, mais tricheuse, ça fait partie de tes stratégies, on peut l'avouer aujourd'hui. On s'intéresse aux jeux de société, mais pas que jeux de table, aux jeux interactifs aussi, puisque à Nyon, un nouveau jeu de piste grandeur nature a été lancé. On va en parler notamment avec les fondateurs. Mais alors, comment les jeux de société font et nous aident à faire société? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Shams, qui sont-ils? Oui. Alors, on a avec nous Adi Barkat, donc, qui est le fondateur d'Helvétique, une des plus grandes maisons d'édition de Suisse. À côté de lui, c'est Simon Bradley. Il est franginois et il organise des sessions de jeux chez lui pour les entreprises, les municipalités, les écoles de commerce également. Et à sa gauche, du coup, nous avons William Gosselin, l'un des deux frères donc, que tu as mentionné, des frères brigands, qui vient récemment de sortir un jeu de piste à Nyon. J'adore, il me tarde de jouer comme tu aimes à dire. Rodolphe, top chrono, tu peux lancer le chrono et quant à nous, c'est parti pour cette émission en jeu, en piste. Mais on s'intéresse à cette thématique parce que tu me disais que du côté de la société, cette définition a beaucoup évolué depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Oui. On joue différemment, c'est-à-dire? En fait, la notion de jeu de société, je trouve que le terme est hyper intéressant parce que c'est jeu de société, donc ça nous aide à être société, à faire société. On joue à imiter une société, par exemple avec Catan, on joue à la colonisation. On joue à s'imaginer adulte, par exemple, comme avec Destin ou La Bonne Paye. On se joue de la société, comme à l'origine, le jeu Monopoly n'était pas un jeu capitaliste, mais il avait été créé pour dénoncer le capitalisme. Mais on joue aussi ensemble pour faire société. Et il y a de plus en plus de jeux qui mettent en avant la collaboration et la réussite commune. Mais sa définition officielle, c'est que c'est un jeu non sportif, qui n'est pas un jeu vidéo, qui se joue à plusieurs et généralement en intérieur, en utilisant un matériel fabriqué spécifiquement pour jouer. Mais du coup, on est ici entre joueurs et joueuses. Vous jouez pourquoi? Qu'est-ce qui vous donne envie de jouer, Adi? Je joue pour être en société. Je joue pour le moment, les rires, les moments dont on va se souvenir par la suite. Et puis, je joue aussi avec mes filles. Je joue avec des personnes d'âge différents parce qu'en fait, ça crée du lien. Ça permet d'avoir une concentration sur un objectif commun. Et ça génère du coup des discussions inattendues. Ça, c'est super. Oui, c'est vrai. C'est intergénérationnel et puis ça permet. Il y a pas mal d'études qui montrent que ça stimule justement le cerveau et que ça booste et ça permet d'apprendre plus facilement. On apprend beaucoup en jouant. Vous jouez pourquoi, Simon? Oui, bien sûr, merci. C'est vraiment la même impression, la même expérience. J'ai joué ensemble avec les enfants parce que c'est ludique, c'est engageant, c'est pour apprendre comment on se comporte, aussi pour partager l'expérience avec eux. Ça c'est la raison fondamentale, je crois. Et pour vous? Moi, je pense qu'il y a deux façons de jouer. Il y a la façon de jouer pour apprendre et vraiment la façon de jouer purement pour s'amuser et se vider l'esprit. Alors des fois, ça se rejoint, mais des fois pas, et c'est bien de savoir pourquoi on joue.
Mais du coup, en 2020, pendant le confinement, on jouait beaucoup pour rompre l'ennui ou pour justement créer du lien. Il y avait beaucoup de jeux de société qui s'étaient transposés sur nos écrans où on pouvait jouer en ligne. Vous, justement, vous avez profité de la pandémie et du confinement pour créer votre premier jeu. J'ai cru comprendre que c'était justement pour créer un moment de sortie en respectant les limites sanitaires. Vous pouvez nous en parler? Comment vous est venue l'idée de créer votre premier jeu? Oui, du coup, effectivement, c'était la pandémie. Du coup, il fallait trouver une manière originale de s'occuper et de s'aérer aussi. Donc, on a créé un jeu de piste en famille qui pouvait être fait en groupe de 5, parce que la limite, c'était 5 personnes réunies à ce moment-là. Donc, on continue à être sur ce format-là parce que on va dire, c'est un petit clin d'œil à la période qu'on a tous traversée à l'époque. Et donc, on a voulu créer ce parcours-là pour la fête des mères. Donc, un moment pour se réunir tous en famille et être en plein air sans être confinés dans une pièce où on l'était de façon tous plus ou moins en permanence. Donc, on a créé ce parcours-là dans les bois du Jorat, au-dessus de Lausanne à l'époque. Très bien. Et elle a été contente, votre mère? Ouais, très contente et d'autant plus de nous voir travailler ensemble avec mon frère toujours actuellement et voilà, ça crée des liens entre nous deux. Oui, c'est un super cadeau. Mais du coup, comment vous vous êtes dit, on a fait ça entre amis, en famille, pour s'amuser, mais en fait, on va le développer et on va le populariser auprès des autres? Justement, de voir notre maman contente, ça nous a donné envie de faire ça pour nos amis. Et une fois que nos amis ont été contents, c'est eux qui nous ont dit « Non, mais si vous voulez, on vous aide à faire un site internet, on vous aide à faire ci, à faire ça. » Il y a une sorte d'émulsion qui s'est créée, qui s'est faite. Et on s'est lancé, on va dire, peu à peu, avec l'appui de nos proches. Et maintenant, du coup, vous êtes un peu partout. Vous êtes à Lausanne, à Genève, à Fribourg et maintenant à Nyon. Je devais essayer ce jeu, mais victime du Black Friday, j'ai pas pu. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous raconter comment on y joue, comment ça se passe concrètement? Alors, les participantes ou les participants récupèrent une enveloppe de ce style que vous allez pouvoir voir à l'écran. Et dedans se trouvent différents documents qui expliquent comment participer à ce jeu-là, qui donnent un contexte de départ, une intrigue. Et ensuite, les gens sont invités à se rendre au point de départ et à faire, quand bon leur semble et à leur propre rythme, cette aventure qui dure environ 1h30, 2 heures dans les rues de Lyon. De Nyon, pardon. Il y a une lettre de différence, il ne faut pas se tromper, sinon on va un peu loin pour rien. Mais voilà. Vous êtes aussi à Lyon. Et on est aussi à Lyon aussi, mais alors là on est sur une autre intrigue. Là l'intrigue en l'occurrence, c'est un jeu qu'on a développé avec la ville de Nyon. Le but était de mettre en lumière tout le fond photographique du photographe Louis Kunz, donc un photographe nyonnais des années 1890. Et le but, c'est un peu une enquête policière, une sorte de qui est grandeur nature dans les rues de la ville, où on essaie de repérer quel est le coupable d'un crime qu'on décrit dans l'introduction. Et ce mystère, donc vous le résumez en 2 phrases, vous dites Nyon, 1858, l'Helvétie heurte une autre embarcation, 16 morts, 70 000 francs d'indemnisation pour les victimes dérobées. Exactement. On n'en sait pas plus. Et après, à nous de nous balader. À vous de vous balader à travers. Je pense que ça plaira autant aux personnes qui connaissent mal Nyon et qui veulent un peu avoir une manière ludique de découvrir la ville, qu'aux Nyonnais qui pourraient avoir un nouveau regard sur leur ville, découvrir certainement des recoins. Nous, on nous dit souvent sur nos autres parcours que ça a permis aux gens de redécouvrir leur propre ville. Et c'est ce qu'on essaie de faire en ayant un itinéraire assez original à découvrir d'énigme en énigme au rythme de la marche. Est-ce que vous avez l'impression que finalement ça aide l'apprentissage parce qu'on n'est pas tous bons élèves, Des fois on a des manières d'apprendre différentes. Est-ce que ça vous a permis peut-être d'en savoir plus, de peut-être vous intéresser à l'histoire et qui n'était peut-être pas votre domaine? Alors en tant que créateur, oui, énormément. On doit vraiment s'immerger dans l'intrigue, dans l'histoire de ce Louis Kunz, en l'occurrence, ou du bateau de l'Helvétie dont il est question aussi. Mais pour les participants, c'est aussi l'occasion d'aller vraiment, sans aller trop dans le fond de l'histoire, d'embrasser, on va dire, un panorama historique de manière très ludique. Et c'est ce qui plaît énormément chez les personnes qui participent à nos jeux de piste.
Et les jeux de société, maintenant, ils ne sont plus forcément relégués à la table du salon. Avec, vous en êtes un bon exemple, on sort pour jouer. Et ces dernières années, on en veut plus, on veut être acteur, on veut être immergé, on veut être stimulé. On voit les escape games qui explosent. Est-ce que vous ressentez ce changement dans le monde de l'édition, Adi? Oui, il y a des tendances fortes dans le jeu de société et qui changent complètement des expériences de la partie qui a cassé l'ambiance et des gens qui se sont levés et tout ça. Donc il y a vraiment des expériences géniales, coopératives, d'enquête aussi, où vraiment une immersion totale. Des jeux de cartes aussi compacts qu'on peut prendre partout. Donc en fait, il y a beaucoup d'offres. On vit un âge d'or de jeux de société, j'en suis convaincu. Ah, carrément un âge d'or. Oui, je pense au niveau de la création. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'en fait, il y a énormément d'offres maintenant. Donc il faut aller demander, par exemple, à une boutique de jeux de conseiller le bon jeu pour la bonne personne. Mais les tendances du bon jeu, ça serait lesquelles? Alors, les tendances, c'est typiquement les petits jeux compacts. Voilà, vous en avez un là-bas sur votre table, The Oui. Game, par exemple, c'est un de mes jeux préférés. C'est parce que c'est des jeux qu'on joue rapidement, mais longtemps. C'est un peu notre motto aussi chez Helvétique. Notre jeu Odin, par exemple, a gagné l'As d'Or cette année. C'est un peu l'équivalent du Goncourt. Et je pense que son format compact et l'envie de le rejouer tellement de fois, ça contribue à son succès critique et au prix du public. Mais Shams parlait tout à l'heure de ces classiques. Est-ce qu'ils sont toujours au goût du jour ou il a fallu les adapter finalement aussi à notre société aujourd'hui pour garder ce petit côté tendance et les adapter? Parce que finalement, aujourd'hui, il y a des choses qui ne se disent plus, qui ne se font plus. Il y a des films qui deviennent vieux jeux, on peut le dire. Est-ce qu'il a fallu adapter ces jeux qui sont des grands classiques? Les grands classiques, derrière, il y a une force commerciale. Des fois, c'est des multinationales. Donc, elles investissent. Des fois, elles lancent des films. Donc, forcément, ils continuent à exister. À côté de ça, il y a des auteurs de jeux et des autrices aussi. De plus en plus, des illustrateurs. Il y a tout un univers de personnes qui sont là pour créer et apporter de la nouveauté, de la fraîcheur en permanence. Et justement, le fait d'intégrer, d'incarner ces jeux, tu peux peut-être nous en parler, Shams, parce que je sais que toi, tu es une adepte de celui-ci. Donjons et Dragons. Donjons et Dragons. Alors explique-nous, parce que là, c'est tout un univers. On rentre vraiment dans un personnage avec... on est un caractère intégrant du jeu, c'est ça? Explique-nous. Exactement. Là, vous me voyez, vous ne savez pas qu'en fait, je suis une barde mi-elfe, mi-humaine. Tous les mercredis soirs, avec mes amis et mon amoureux autour de la table. Donc, mon amoureux est Dungeon Master. Donc là, ce sont ses équipements et vous avez pas mal de dés devant vous. Et Donjons et Dragons, c'est vraiment un jeu d'improvisation, si on peut dire. On peut tout faire. Mais ça a l'air super compliqué, il y a plein de règles. Tu incarnes qui tu veux, tu te retrouves dans un univers totalement imaginaire, fantasy, fantasque. Et et puis tu fais le bien ou tu fais le mal. Moi, je fais le bien. Et il faut improviser, il faut incarner son personnage. Et il y a quand même toujours une part de hasard, d'où le dé, pour savoir si les choses se déroulent comme prévu ou non. Et justement, pour faire le lien avec les films, les séries, Donjons et Dragons a eu un rebond avec Stranger Things, parce que les héros jouent à Donjons et Dragons. Donc, les deux se nourrissent. Adi, quelle est peut-être votre lecture aujourd'hui de ces jeux-là et qu'est-ce que ça veut dire de la société que finalement, on est tous ultra connectés derrière les écrans et qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de se reconnecter, d'être encore plus présents autour de jeux? Mais absolument, je pense que tout le monde là, qui nous regarde aujourd'hui a vécu une soirée de 3 heures de téléphone et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de ma soirée et en fait on a un trop-plein numérique et il y a de plus en plus de personnes qui lancent des idées soirées-jeux comme celle du mercredi pour Shams et dire allez, j'apprends les règles, vous venez, on s'assoit et on se met à jouer. Et vraiment, il y a des jeux d'ambiance aussi. Moi, j'adore les jeux d'ambiance où on joue pas on joue pas vraiment pour gagner en fait. On joue pour se souvenir de la soirée. Ouais, avec un exemple très concret, notamment à Prangin et notre invité Simon Shams. Oui, exactement. Simon, vous organisez à Prangin des jeux collaboratifs. Donc, c'est le jeu 2030 que vous avez devant vous. Et c'est un jeu justement pour se questionner sur l'impact qu'on peut avoir sur la société. Vous pouvez nous présenter ce jeu? Moi, je ne le connaissais pas du tout avant de Oui, avec avec vous. plaisir. Oui, j'ai essayé. En fait, en français, ça s'appelle Jeu ODD 2030. Ça, comme
comme vous avez dit, c'est un atelier ludique, une expérience partagée. Et merci, Adi. Voilà, donc je vous explique parce que chaque jouet a un but, un objectif, mais les objectifs sont différents pour chacun. Et le joueur a un objectif et aussi des ressources pour dépenser les temps et l'argent. Et ils ont l'objectif d'arriver à leur but et leur objectif pour dépenser l'argent et le temps pour faire les projets. Et voilà, vous voyez qu'il y a 3 couleurs parce qu'il y a 3 différents types de projets. Mais chaque projet a un impact différent dans le monde. Donc, c'est une simulation de le vrai monde. Oui, et à chaque tour, on augmente d'années. Et quand on arrive à 2030, on regarde si on a atteint ou pas l'objectif, c'est ça? C'est ça. Donc, nous jouons pour 1 heure ensemble dans leur monde qu'ils créent ensemble avec les projets. Et j'enregistre l'impact dans un tableau. Et après 1 heure, nous arrivons à 2030. Je fais à 2030 une petite pause pour calibrer le status de le monde. Et après ça, on réfléchit si nous avons arrivé à les buts, les objectifs. Vous nous avez envoyé des images justement des vidéos de ces soirées-jeux que vous organisez chez vous, où on vous voit en train de jouer tous ensemble. Donc Oui. c'était à Prangin. Vous faites ça avec les municipalités, les entreprises, mais aussi les citoyens et citoyennes de la région. C'est ça, exactement. L'idée, c'est quoi? C'est que chacun et chacune puisse se questionner sur son propre impact dans le monde. Vraiment. Et attendez, pour qu'on puisse voir ces images justement en régie, Oui. qui participe à ce jeu? Peut-être compléter la question pendant qu'on voit les images, Rodolphe. Nous voici. Voilà. Alors, qui participe à ce jeu? Vous voyez ici, il y a des citoyens de Prangin, en fait, pas forcément que de Prangin, de la région de Nyon, de Genève, mais c'est un jeu sérieux, un jeu ludique, mais serious game. Donc, vous voyez qu'il y a des adultes qui jouent ensemble. Comme Adi a dit, c'est très puissant à niveau d'une expérience partagée parce qu'ils ont pas porté les portables, ils jouaient ensemble. C'est super interactif, comme vous voyez. À une de ces soirées, vous m'avez dit que vous avez pris comme thématique le cas du frelon asiatique qui revient. Oui, merci. Parce que le but, c'est que vous pouvez transformer le monde ensemble. Et donc, l'histoire en bas, c'est que tout le monde c'est interconnecté. Hein? Et toutes les choses que nous allons faire, il y a un impact. Donc, il y a une lien avec toutes les actions. Donc, pour illustrer ça, je commence avec une petite histoire concernant les frelons asiatiques, qui sont une espèce invasive, qui sont venus ici depuis 2004. Oui, on connaît bien. Voilà, mais le truc triste, c'est cette espèce invasive, ils mangent les abeilles. Et voilà, vous voyez l'histoire commence. Hein. Ils mangent les abeilles ne peuvent pas produire le miel, ne peuvent pas polliniser les patates pour les vaches. Et à la fin de cette simulation, quand vous êtes arrivé en 2030, vous avez réussi? Quand nous arrivons à 2030, on fait une petite pause, on respire parce que c'est assez intensif. Et nous regardons les tableaux, le status de le monde au niveau de l'économie, l'environnement et la société. Ils sont les 3 index de le progrès. Mais souvent, les gens, ils n'ont pas arrivé à attraper leur but, leur objectif. Non plus, on n'a pas arrivé de réaliser un monde équilibré. Donc, je les donne encore 15 minutes pour jouer jusqu'à 2040 pour voir qu'est-ce qui passe. Et souvent, vous voyez que les gens commencent à réfléchir en direct et changer son comportement, son manière de jouer ensemble. Ils ont commencé de faire les négociations entre eux et collaborer. Donc ça a un impact réellement dans notre quotidien, ce jeu-là. Adi, est-ce que vous remarquez que ces jeux qui sont liés à l'environnement sont peut-être une tendance aujourd'hui? Oui, des thématiques nature, on a envie d'être plus proche de la nature et des fois quand on retrouve cela dans les jeux, avec des fois je peux penser à des jeux sur les oiseaux par exemple qui ont été primés. Il y en a un qui traite de changement climatique, je crois que ça s'appelle Daybreak.
qui a été primé aussi. Donc il y a de plus en plus d'offres de jeux immersifs et qui traitent du climat et de la nature. Et Adi, vous, votre histoire personnelle, du coup, elle ressemble, c'est celle un peu d'une success story, parce qu'en 2008, vous cherchez à réviser pour être naturalisé suisse. Mhm. Du coup, vous faites des fiches, des questions-réponses comme chacun peut faire pour apprendre des choses par cœur. Mhm. Et puis ça devient au fur et à mesure une espèce de jeu avec vos amis, et ça a donné votre premier jeu, Helvétique, qui porte le nom de votre maison d'édition aujourd'hui. Comme quoi, le jeu peut aussi vous permettre de vous rendre compte de la société dans laquelle vous êtes et voire même devenir citoyen, citoyenne et en faire pleinement partie. Mhm. Vous savez que votre jeu est utilisé par d'autres personnes qui révisent elles aussi. C'était mon souhait à la base. Et c'était né autour d'un apéro où des amis suissesses et suisses qui l'étaient déjà voulaient savoir si elles allaient réussir ce test également. C'est assez drôle. C'est comme nous viennent les idées, comme pour les frères Brigands là, pendant le confinement. Donc en fait, des fois, c'est les meilleures idées. Et c'est un jeu qui existe toujours et on est content que ça soit aussi utile. Hein. Parce que l'apprentissage ludique, il faut le dire, comme pour ce jeu 2030, c'est une excellente manière d'apprendre parce que c'est implicite. On n'a pas l'impression justement de s'asseoir comme dans une salle de cours. Et c'est quand on baisse la garde qu'on apprend, en fait, quelque part. Moi, j'apprends toujours en m'amusant, c'est mieux. Ouais. Et après, du coup, pour vous, tout s'enchaîne vite. En 2011, vous créez votre deuxième jeu, Cantoon, Oui. sur les cantons. Oui. Et du coup, à partir du moment où vous avez deux jeux, vous dites j'ai une maison d'édition. Oui, c'est ça. Deux jeux, une maison d'édition, pour de vrai. Et à la base, c'était un projet hobby, en fait, comme certaines personnes font leur confiture ou leur huile d'olive. Et en fait, ça a continué par la suite. Je me suis dit, ouais, c'est un super métier qui apporte plein de sens. Comme par hasard, c'est autour de cette période que mes filles sont nés. Donc, quel plaisir en tant que papa, vous imaginez, de revenir à la maison avec des prototypes, les faire tester, avoir. Il y en a qui n'ont pas passé la rampe. Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, quand je leur ramène un jeu terminé, jusqu'à maintenant, elles préfèrent les prototypes. Parce qu'elles ont l'impression de participer Ah au oui. processus créatif. Exactement. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là, William, qu'à partir de deux jeux, on peut faire une maison d'édition? Oui, oui. Et, On a le droit d'avoir un avis contraire. Hein. oui, et c'est bien de pouvoir justement maîtriser un peu les différentes ficelles, les différents liens qui nous unissent au joueur final et de pouvoir avoir ça rapproche, je trouve, avec le joueur. Allez, on passe à un petit atelier, Shams. Et On va voir quelques jeux ensemble. Chers invités, si vous étiez un jeu, vous seriez lequel? Et je ne sais pas s'ils sont là autour de la table, peut-être qu'on peut les montrer, mais on va commencer avec vous, Adi, si vous étiez un jeu. Et qu'est-ce que vous nous avez amené? Alors, je vous ai amené au pif. Est-ce que je serais un jeu au pif? Oui, un jeu d'ambiance où, en fait, le but... il faut savoir certaines choses, mais le but, c'est surtout la conversation et de créer un moment social. Donc, ouais, je pense que je serais un peu... Ça, c'est pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses, Shams, mais le jeu aide à la conversation. Hein, pour les premiers encarts, les premiers dates, tu te disais que jouer, c'est un bon plan. C'est ma technique. Je rencontre quelqu'un, je veux qu'on passe à une soirée jeu et j'en sais beaucoup plus sur la personne, son comportement, comment elle est avec les autres, si elle aide, si elle veut prendre la place. Ouais. En fait, j'aimerais partager qu'un jeu, c'est à peu près 20% d'intuition d'éditeur et 80% de test. Et ce jeu-là, au pif, je me souviens, j'ai réussi à faire jouer des éditeurs alémaniques qui m'ont dit « Non, mais jamais, je déteste les jeux !» Et en fait, je leur disais « Assieds-toi !» Et on commence à jouer. Et voilà, on a commencé à jouer. Puis à la fin, il me demandait s'il était déjà paru alors que la boîte était blanche. Donc je me suis dit, ah oui, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre jeu qui vous tente peut-être là autour de la table, vu qu'on en a plusieurs? Alors, Simon, je précise que ça, ce sont des jeux que j'ai ramenés de que chez Shams moi. a ramené. Est-ce qu'il y en a un qui vous tente? Les loups-garous, j'aime trop. Le jeu du loup-garou. Justement ici. Qui est très jeu de rôle au final. Oui. Comment ça se présente, Shams? Est-ce qu'on peut l'expliquer, ce jeu du loup-garou? Le loup-garou, on est plusieurs, on incarne des villageois, des villageoises, et il y a un loup-garou qui rôde. Et du coup, la nuit tombe et il faut faire des choix. Et surtout, il faut révéler le ou les loups-garous. Ah, tu n'as pas encore joué, là. Celui-là, il est encore... Non, parce que je l'ai À en ai offrir. déjà d'autres. Très bien. William, un jeu qui vous tente? Moi, j'aime bien le Trivial Pursuit décliné. Un classique. Voilà, un classique, mais qui peut être décliné sous différents thèmes et différentes époques.
Et j'aime bien jouer sans le plateau, avec juste les cartes de Ce questions. que j'allais dire. Souvent, justement, en mode ambiance, soirée. Cham, c'est ce que tu peux m'aider à Finalement, ça ouvrir a la l'air boîte? très froid et Pardon. et très bruyant. Et très froid et très austère, mais en fait, en prenant juste les cartes dans la poche dans une soirée, ça change directement l'ambiance. Mais là, c'est vraiment la version de luxe, c'est hyper compliqué. C'est Ouais, drôle de ne pas savoir à tel point les questions. Oui, c'est ça, les références de films des années 60. Par exemple, quelle est la particularité physique du patron de San Antonio? Il avait un bras au moins. Il est chauve. Ah J'aime beaucoup. Et toi, c'est quoi ton jeu préféré, Andrea? Alors, je voulais apporter, moi, c'est Exploding Kitten. Ah, J'adore ce jeu. Alors, le but du jeu, c'est de rester en vie le plus longtemps possible. Et lorsqu'on tombe sur une carte du chat qui explose, chapoum, et ben, on sort de la partie. C'est assez rapide, c'est assez intense et les cartes sont super drôles. Elles ont été créées aussi par deux frères. Peut-être que ça vous dira quelque chose, William. Voilà, kit de désamorçage. Donc ça nous permet de rester en vie. Et puis les cartes sont super rigolotes. Revirement, prends une grosse bouchée de ton sandwich de potiron, termine ton tour en tirant la dernière carte de la pioche. Ce que j'aime bien, c'est qu'on ne doit pas se souvenir de chaque règle, mais que toutes les règles sont à chaque fois inscrites sur la carte, donc ça va très très vite. Et puis il y a beaucoup d'humour avec un peu d'humour noir comme ça, et ça, on adore. Shams, je tu vais veux préparer jouer un jeu. Oui, parce qu'on est entre joueurs et joueuses. Et je me suis dit, on doit faire un petit jeu, mais on n'a pas le temps de faire une partie. Donc j'ai juste fait un truc très simple de questions auxquelles on répond très rapidement. Alors, je commence? Alors, question. Est-ce qu'on compte les points? Dans les jeux de société. Oui, alors mais moi j'adore les jeux qu'on gagne sans compter les points. Mm. Par exemple dans Odin, là, c'est la première personne qui finit de jouer à gagner. Ou alors des fois dans certains jeux, on gagne des cartes et on compare simplement la taille du pli. Ah, ok. Parce qu'en fait, quand on compte les points, on appelle ça la salade de points. Et pour certaines personnes, c'est un frein au plaisir. Oui, c'est vrai. Mais bon, les points, c'est fondamental. C'est ça qui rend les jeux si bons. Parce qu'en fait, on sait comment se mesurer. Dans la vie, par exemple, qui c'est qui nous dit qu'on est une bonne présentatrice télé ou un bon papa, une bonne maman? Et en fait, dans le jeu, ça crée un cadre avec des points et on sait ce qui se passe. Mais ça amène une autre conversation aussi, de la gamification de la vie. Oui, Parce on a besoin aussi. bah, c'est ce Ça veut qu'utilise... dire quoi? Attends, pour les gens qui ne comprennent pas, peut-être la gamification de la vie, ça veut dire quoi? Rendre la vie, la traiter comme un jeu, avec on se lève, on a des missions, on a des objectifs de vente, on a des challenges. En fait, la gamification, c'est d'utiliser des ressorts qu'il y a dans les jeux, c'est-à-dire par exemple les points, mais les appliquer à autre chose. Et en fait, effectivement, toutes les plateformes, les réseaux sociaux utilisent ces ingrédients pour nous pousser à les utiliser encore plus. Mhm. Et c'est ce qui les rend si addictifs d'ailleurs. C'est ce qui rend le jeu addictif. Merci. Question pour vous? Ok, je prends. Attends, je Vous vais pouvez mettre les prendre la suivante. lunettes. Merci. Hop. Ah. Simon, Je réponds. Votre jeu préféré. Je pense que c'est, en fait, à le moment, c'est Owari. Owari s'appelle. Oui. C'est un jeu Super View d'Afrique. C'est un jeu de société, mais c'est entre deux personnes, deux joueurs. Donc, Avec des petites graines, c'est ça? voilà, Oui. vous Tu les connais sémez vraiment graines tous, hein. à l'intérieur et vous faites les rondes. Et après, quand vous arrivez à une petite pot il ne reste qu'une ou deux graines, vous pouvez les prendre. C'est super simple, mais c'est assez stratégique, excusez-moi. Et aussi, il y a l'option de random, je dirais en anglais. Donc, c'est super cool. J'arrive de le jouer avec mes enfants, mais quand même avec un adulte. Donc, je trouve le même joie. J'adore. En fait, genre de jeu abstrait, il y a un regain d'intérêt, de popularité. Et ce qui les rend aussi sympas, c'est le côté tactile, que tu as bien décrit. Voilà. C'est de pouvoir jouer avec quelque chose, un objet, et de pouvoir le manipuler. Et vous savez, mon équipe, c'est fait de 25 années. C'est fait du bois, de semis. Donc, c'est super tactile. Ouais. Et pour vous, quelle question? Est-ce qu'on peut changer les règles? Alors, pour reprendre, changer les règles des jeux. Moi, je dirais, idéalement, l'idéal, c'est d'avoir des règles extrêmement simples, qui sont du coup difficiles à changer et très ludiques. Et après, si ça veut dire plus de confort pour jouer avec le bon auditoire, moi, je suis toujours partisan d'adapter les choses. Voilà. Comme dans la vie, juste. Ah, j'ai obligé. Allez, c'est parti. Petite question pour moi aussi.
Pour ou contre la triche? Bah pour moi, c'est une stratégie de jeu. Alors, pas toujours assumée, carrément la triche quand elle est un peu cachée. Comme ça, l'autre ne se rend pas compte et ça apporte un petit peu de piment. Je suis une tricheuse, j'admets. Pour moi, la triche, c'est un jeu dans un jeu. Un jeu dans un jeu. Donc, tu as tes propres règles. Oui, c'est Gameception. Allez, ta question. Bon ou mauvais perdante, bah, ça, je l'ai déjà dit. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, bonne gagnante. En tout cas, chers invités, on était ravis de vous avoir avec nous. Peut-être des idées de jeux à acheter pour les prochains cadeaux de Noël, peut-être des idées pour vous à la maison, pour mettre dans vos vœux. D'ailleurs, c'est l'heure de la lettre au Père Noël. On y va? Alors, qui sont ces petites lettres aujourd'hui? Allez, on commence avec celle-ci pour le Père Noël. Elle donne envie, regardez, il y a un petit dessin. Je me réjouis de la découvrir. Elle m'a l'air bien remplie. Alors là, qu'est-ce qu'on va découvrir? Bonjour Papa Noël, je m'appelle Achille Gouguet et j'ai 3 ans. Avec un joli dessin. J'ai été très sage, mais je fais encore caca à la couche. Je vais faire un effort pour être propre très vite. Cette année, Père Noël, je voudrais pour Noël un camion de pompiers pas de patrouille, une peluche chaise et des jeux de poètes et des jeux de pâtes à modeler. J'habite rue de Centre 8 à Saint-Supplice. Merci Papa Noël, je te promets de continuer à être très sage. Et il y a carrément les jeux qui sont là en autocollant. Une première petite lettre qu'on a découvert aujourd'hui ensemble et qu'on accroche à côté des petits lutins. Lettre suivante. Juste ici, encore un petit Père Noël qui est dessiné. On va la découvrir ensemble. Cher Père Noël, je sais que je n'ai pas été vraiment sage cette année. Bah dis donc, les enfants sont pas vraiment sages cette année. Mais si je reçois un cadeau de votre part, je serai vraiment heureux. Voici la liste. Une Nintendo Switch, une fin pour la guerre de Gaza, ah bah ça, un sacré vœu. Un peu d'argent pour mes parents et des bonnes notes pour l'école. Signé Manu, avec un joli petit sapin. Des rêves pour tout le monde et pour un meilleur monde. Encore accroché ici au sapin. Une suivante. Papa Noël. En fusée. Alors là, on a une liste. Le dragon de la concentration, l'avion volant de Lloyd, le véhicule de combat des ninjas, le temple, des bounties, un petit gourmand, un chevalier et un robot du chevalier et du feu. Voilà, on ne sait pas qui elle est signée, c'est une petite lettre anonyme. On espère que ces rêves seront exaucés. Et une dernière pour la semaine, parce que moi j'adore, c'est un peu mon moment à moi de lire vos lettres ici. D'ailleurs, si vous voulez en poster, rendez-vous du côté de la boîte aux lettres chez Schilliger. Et tous les lundis, mardis, mercredis, ce sera notre petit rendez-vous à nous, où on lira ces lettres. Une lettre maintenant à présent de Mathias Branquignot. Carrément un choix de cartes. Cher Père Noël, je désire la Nintendo 2 et Croque de tonnerre, s'il vous plaît. De la part de Mathias, avec un très joli dessin de Nintendo dessiné. Voilà, on l'accroche au sapin. Dernière lettre de la semaine pour nous. Très bonne suite de programme à tout le monde et on se retrouve à partir de lundi. Ciao, ciao!